Chapitre 12. Cal Noonan avait découvert un fossé de drainage, parallèle à la route dont il épousait les sinuosités. En partie masqué par d'épais ronciers, il était juste assez profond pour soustraire un homme au regard. Pour l'heure, Cal et son équipe le suivaient vers le nord, progressant de signe en signe. Ici, une empreinte de talon dans la boue, là, une toile d'araignée déchirée, partout de l'herbe piétinée. Quelqu'un avait manifestement parcouru cette étroite ravine dans les 24 heures qui venaient de s'écouler. Restait à savoir s'il s'agissait de leur suspect. Dans les films, on représente généralement le pisteur comme un solitaire taciturne et à moitié sauvage, qui lit sans effort une piste invisible à tous les autres, en proférant des sentences aussi invraisemblables que, d'après le goût du vent, le suspect vêtu d'une chemise à carreaux est passé ici il y a 13 minutes un Snickers à moitié mangé à la main. Rien de tel dans la vraie vie. Cal trouvait un signe, le signe lui faisait plaisir, traces de pas, branches cassées, fougères écrasées, autant d'indices qui lui confirmaient qu'on était bien passé par là. Mais rien ne disait qu'il s'agissait de leur meurtrier présumé. Pour ce que Cal et son équipe en savaient, ils pouvaient aussi bien être sur la piste d'une trentenaire danseuse à Las Vegas qui avait suivi ce fossé la veille après avoir acheté un paquet de chewing-gum à la station-service. Des éléments tangibles. Voilà ce que Cal voulait à présent. Un lambeau de tissu noir arraché par les ronces, une bouteille d'eau vide avec un numéro de lot dont les enquêteurs pourraient établir qu'il avait été livré à la station-service. Ou une cartouche, tiens, ce serait sympa. Le gamin se promenait avec un 9 mm, les poches bourrées de munitions. La moindre des choses aurait été d'en semer une ou deux. Au lieu de cela, au début de la rigole, à l'endroit où celle-ci rejoignait le parking de la station-service, Cal avait trouvé une demi-empreinte de talon dans la terre humide et molle. La taille pouvait correspondre au pied d'un homme, mais pas de dessin de semelle. Un moulage serait réalisé et mis dans le dossier. La mission de Cal restait d'identifier la piste de leur cible. Il avait déjà à moitié bon, se disait-il, puisqu'il avait une piste. Jess et Antonio avançaient lentement dans son sillage, 5 bons mètres derrière lui, fusil en main. Ce fossé ne leur plaisait pas. Par définition, c'était un creux au fond duquel ils se sentaient enfermés. D'un point de vue stratégique, si un homme armé surgissait au-dessus d'eux, ils n'auraient plus qu'à les tirer comme des lapins. Cal avait conscience du risque. Malheureusement, c'était leur meilleure piste. Encore une branche cassée, à 12 heures. Le cœur blanc, extrémité encore fraîche et souple entre les doigts de Cal. La cassure était récente, le bois n'avait pas encore eu le temps de sécher. Le fossé allait se resserrant et perdait peu à peu en profondeur. Bientôt, ils se retrouveraient au même niveau que la route, ce qui signifiait que leur cible avait été contrainte de faire un choix et qu'il leur faudrait en faire autant. « Cal !» lança Noni. Il s'immobilisa et tourna la tête vers sa collègue, à 2 mètres derrière lui sur la droite. « Oui ?» « Je vois un truc planqué au milieu des ronces. » Cal rebroussa chemin jusqu'à Noni pour observer le buisson sous le même angle qu'elle. Aucun doute, Mamie avait un œil de lynx. Quand il était passé à cet endroit, Cal regardait droit devant lui, mais Noni avait eu la bonne idée de lever les yeux. En outre, même en suivant la direction de son index, ce fut à peine s'il distingua ce qui avait attiré son attention. De prime abord, on aurait dit une ombre plus épaisse, peut-être même des ronces un peu plus denses. Mais non. Noni avait des mains plus fines que les siennes. « À toi l'honneur », lui signifia-t-il d'un geste. Elle commença par enfiler des gants. Tous les membres des équipes du SAR étaient formés au recueil de preuves. Même la plus urgente des chasses à l'homme n'était jamais que le premier acte d'un drame judiciaire de plus grande ampleur. Si l'on commettait une erreur dans le traitement des pièces à conviction, on courait le risque d'être obligé de relâcher le suspect qu'on s'était donné tant de mal à coincer. Il fallut quelques instants pour dégager l'objet du fourré d'épines, mais Noni extirpa petit à petit le tissu bouchonné de sa cachette. Antonio et Jess s'étaient rapprochés. Fusil toujours en main, ils ne regardaient pas Noni, mais continuaient à scruter les 4 points cardinaux. « Je l'ai », murmura Noni. Elle finit de descendre le vêtement du buisson, un gros sweat à capuche noire. Elle le renifla. « Vomi », confirma-t-elle stoïquement. Alors, pour la première fois depuis le début de la traque, Cal et elle sourirent. « On tient notre piste », dit Cal. « On tient notre piste », confirma Noni.
Cal l'annonça par radio. Jenny, sa responsable, accueillit l'information avec joie et consulta leur carte de référence. À vue de nez, le fossé continuait sur une centaine de mètres, puis ils arriveraient à une intersection avec un chemin de terre. Celui-ci, orienté est-ouest, partait de la grande route et filait vers l'est pour desservir un lotissement isolé. 5 ou 6 propriétés apparemment, toutes situées sur de grandes parcelles. Cal et Noni se regardèrent. Pas très réjouissantes, ces nouvelles. Une fois sortis du fossé, ils se retrouveraient sur un chemin de terre compact. La piste serait plus difficile à lire sur un tel terrain. Quant à cette demi-douzaine de maisons nichées à l'ombre des sous-bois, Antonio et Jess, trempés de sueur sous leurs minces gilets pare-balles, ne firent aucun commentaire. Cal laissa le souhait bien en évidence, signalé par un fanion orange vif à l'intention des policiers qui prendraient le relais. Un deuxième fanion indiquait l'endroit d'où Noni l'avait tiré des broussailles. Les techniciens allaient vouloir emporter le vêtement pour analyse, mais aussi procéder à leur propre constatation sur site. Pour ce qu'ils en savaient, ils allaient tailler à la serpe des pans entiers de ronciers, dans l'espoir de trouver des épines ensanglantées sur lesquelles le suspect se serait écorché. Ces questions n'étaient pas du ressort de Cal. La cellule de commandement avait sa mission, les enquêteurs et techniciens de scène de crime la leur. Quant à son équipe et lui, ils se remirent en chasse. Ils marchèrent jusqu'au bout du fossé où celui-ci rejoignait le chemin de terre. Bruit de la grande route à gauche, ombrage des sous-bois vert foncé à droite. Cal n'avait pas besoin de la trace suivante, une empreinte de bout de chaussure sortant vers la droite de ce qu'il restait du fossé, pour savoir dans quelle direction le fugitif était parti. Vers l'ombre et la fraîcheur relative des sous-bois, où ils apercevaient le toit de la première maison. Chapitre 13. Ça, c'est une 22 long rifle à verrou. Une arme d'entraînement, donc tu remarqueras qu'elle n'a pas beaucoup de recul. Cela dit, entre une carabine et une arme de poing, les sensations au tir sont fondamentalement différentes. Regarde-moi ça. Nouvelle séance dans les bois. Même clairière. Même décor. La table pliante, la cible sur une palette en bois. Le sol jonché d'étuis de cartouches. Mais pour la leçon du jour, une longue housse noire sur la table. J'avais déjà deviné à sa forme fuselée qu'elle contenait une carabine. Frank avait manœuvré la fermeture à glissière et, de fait, une arme qui en jetait. Différente du Ruger compact et noir sur noir avec lequel nous avions tiré 2 semaines plus tôt. Cette carabine me rappelait les westerns, le nouveau shérif de la ville bien décidé à faire le ménage. La crosse en bois avait un magnifique grain doré et une gravure en forme de losange sur la poignée. Un long canon. 635 mm, m'avait dit Frank en sortant la carabine de la housse. Comme il l'avait fait avec le pistolet, il l'avait posé sur la table, chargeur éjecté, culasse tirée pour exposer la chambre vide. J'ai ajouté la lunette moi-même, continua-t-il en repoussant la housse sur le côté. Rien de spécial. Juste une Bushnell de base. Ça t'habituera à viser en te servant du réticule. Comme le Ruger, cette carabine a un chargeur. Celui-là a une capacité de 5 cartouches. C'est petit, tu vois. Le bouton là devant, tu le relèves et ça éjecte le chargeur dans ta main. Tu le remplis et tu le remets simplement à sa place. Au lieu d'être intégré à la poignée, il se trouve devant le pontet, mais tu ne le remarqueras presque pas. Il n'est pas bien gros, c'est pour ça que je me suis aussi acheté un 10 coups. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est du confort qu'il te faut, pas de la puissance de feu. Bon, comme avec le pistolet, par sécurité, tu vérifies que le chargeur est vide et ensuite la chambre. En l'occurrence, la culasse est ouverte, ce qui permet de constater que la chambre est vide. C'est le mécanisme à verrou qui fait toute la spécificité de cette carabine. Pas de réarmement semi-automatique après le départ de la première balle. Il faudra chambrer chaque nouvelle cartouche manuellement en manœuvrant la culasse entre 2 tirs. Tiens, je vais te montrer. Frank souleva la carabine sans effort et fit coulisser la culasse sur le canon jusque sous la lunette. Il me semblait que ça passait tout juste, mais apparemment il y avait exactement la place pour tout. Ensuite, il sortit une boîte bizarre qui contenait des cartouches bleu vif, à peu près de la taille des calibres 22. « Remplis le chargeur », m'ordonna-t-il en désignant la boîte d'un signe de tête. J'avais les mains qui tremblaient. J'essayais de les garder contre moi pour que Frank ne s'en aperçoive pas.
Il semblait apprécier nos séances. Son fils avait quitté la maison pour l'université. J'imagine que cela faisait de moi, le gamin perturbé, le seul candidat à des relations père-fils. Mais les armes me rendaient nerveux. Le Ruger, une fois que je l'avais eu en main, ça allait encore. La première séance n'avait pas été trop désagréable. Mais là, cette carabine, elle me fichait les jetons. Je mis finalement les cartouches bleues dans le chargeur, maladroitement. Je sentais le regard de Franck sur moi qui m'observait, prenait des notes. Mais il ne dit pas un mot. Il me prit le chargeur, le mit en place devant le pontet. « Ces cartouches bleues vifs sont des munitions factices », m'annonça-t-il. « Elles ne contiennent pas de poudre. Il s'agit juste de t'aider à prendre l'arme en main. » Il me regardait gentiment, je suppose. À quoi ressemble la gentillesse chez un homme? Je n'avais pas souvent eu l'occasion de le voir. Je haussai les épaules, secouai mes bras dans mon sweat à capuche noire préféré, assorti à mon jean baggy noir préféré. Noir sur noir. Quand je m'habillais comme ça, Franck m'appelait Johnny Cash, mais ça ne m'évoquait rien. « Vas-y, prends-la », me dit-il. « Souviens-toi de ce qu'on s'est dit et imagine qu'un rayon laser sort de la bouche du canon. Même si elle est chargée de cartouches factices, ne dirige pas la carabine vers un objet sur lequel tu ne voudrais pas tirer. » La carabine était lourde, encombrante. J'essayais de caler la crosse contre mon épaule droite, la main droite près de la détente, mais sans la toucher, la main gauche soutenant ce canon d'une longueur invraisemblable. Aussitôt, mon bras gauche fut pris de tremblements. Je ne voyais pas comment on pouvait tenir ce machin longtemps et encore moins passer une journée à chasser en forêt. Bien, reprenons depuis le début. Franck vint se placer à côté de moi. Décale tes pieds. De profil, pied gauche en avant. Parfait. Ensuite, ton bras droit. Sors le coude. Tu vois comme ça forme naturellement un creux devant ton épaule? Cale-y la crosse. Voilà, comme ça. Le bras gauche, descends-moi ce coude. Il faut qu'il reste plaqué contre ton côté. C'est mieux. Bon, on a affaire à une arme longue. Plus de 3 kilos. Ces 3 kilos, s'ils étaient ramassés dans un petit volume, par exemple dans un haltère, tu les soulèverais sans difficulté. Mais à cause de la longueur de l'arme, le centre de gravité est loin devant toi. C'est pour ça que ton bras a du mal et qu'il tremble, à cause de l'effort qu'il doit fournir pour soutenir le canon. Alors, il faut que tu appuies davantage le talon de la crosse contre ton épaule. Enfonce-le dans le creux. Tu verras, ça soulagera tout de suite ton bras gauche. Je suivis son conseil et, comme prédit, mon bras cessa de trembler. Bravo. Il faut un moment pour être à l'aise avec une carabine. Tu devras t'entraîner davantage avant que ça te donne l'impression d'être un prolongement naturel du corps. Maintenant, essaie de regarder dans la lunette avec ton œil droit. Tu peux fermer l'œil gauche si c'est plus facile. Mais trouve le réticule. Dirige-le vers la cible et reste immobile un instant. Exerce-toi à inspirer et expirer en essayant que le réticule bouge le moins possible. Excellent. Il mentait. Par gentillesse, toujours. Mon réticule ne tenait pas en place. Mon bras gauche s'était remis à trembler et chaque respiration déstabilisait tout le bazar. Mais Franck ne râlait pas. Il se contentait de hocher la tête à côté de moi comme si tout se déroulait exactement comme prévu. La semaine précédente, Sandra m'avait demandé quel était mon plat préféré. Les macaronis au fromage de chez Kraft, je lui avais répondu. Non, non, avait-elle voulu m'expliquer. Un plat fait maison ou peut-être quelque chose que j'aurais un jour mangé au restaurant. J'en avais pas démordu. Les macaronis Kraft. Alors la veille, c'était ce qu'elle avait fait pour le dîner. En tout cas, elle avait essayé. Au lieu d'acheter la boîte bleue pas chère avec la sauce en poudre, elle avait pris la version améliorée, comme à la maison. Sans doute la seule façon pour elle de se résoudre à acheter de la nourriture industrielle. Dans la version comme à la maison, il y avait de la vraie sauce, mais au moins elle avait cette couleur orange fluo rassurante. Franck avait vaillamment relevé le défi. Sandra avait mangé du bout des dents, mais moi j'avais tout englouti et j'en avais redemandé, même si ce n'était pas la bonne recette. Ça avait eu l'air de faire plaisir à Sandra. Je ne comprenais toujours pas cette femme. Elle avait l'air heureuse quand ses hommes étaient heureux. Franchement, ça me fichait les jetons. Le moment était venu de s'exercer à manœuvrer le mécanisme à verrou. Je devais retirer ma main de la détente pour lever, tirer, repousser et redescendre un levier. Plus difficile qu'il n'y paraissait. La première fois, le bout de mon canon a piqué du nez. Mon rayon laser fictif a mordu la poussière. Mais avec un peu d'entraînement, je me suis habituée au mouvement.
à la façon dont la cartouche vide était éjectée sur la droite avant qu'une autre vienne prendre sa place. J'avais mal au bras, surtout le gauche. J'avais bien aimé le Ruger. Ce n'était pas trop mal. Mais ça... Et si on mettait de vraies munitions, proposa Frank. D'accord. Je reposais avec soulagement la carabine sur la table, en espérant qu'il ne remarquerait pas que je secouais mon bras gauche, que je me massais l'épaule droite. Une 22 n'a pas beaucoup de puissance d'arrêt, donc c'est une bonne arme d'entraînement, mais ça s'arrête à peu près là. Pour la chasse, il te faudra du 308. Pour l'autodéfense, un AR-15. Je hochai la tête, mais c'était du chinois pour moi. Comme s'il lisait dans mes pensées, il me demanda « Tu connais la différence entre une 22 et une 308 ?» Le calibre ? Exact. Une balle de calibre 308 a un diamètre supérieur, elle fera un trou plus gros. Autre chose de plus important ? Frank, le prof de sciences, me regardait. Je ne savais pas. L'énergie. La balle de 308 sortira du canon avec beaucoup plus d'énergie. Imaginons que la balle soit un bobsleigh. Une 22 sera tirée par 4 gars qui se trouvent au même endroit pour la propulser vers l'avant. L'autre soir, on a regardé ce film sur l'équipe jamaïcaine de bobsleigh. Quelle est la meilleure manière de donner de l'élan à l'engin ? Courir à côté du bobsleigh pour l'accélérer progressivement et ensuite donner une dernière poussée. Exactement. Un fusil de chasse de calibre 308 transmet beaucoup plus d'énergie à une balle plus volumineuse, d'où une efficacité accrue. Avec une carabine comme celle-là, on blesse, dit-il en prenant l'arme d'entraînement rechargée. Avec un 308, on tue. Il me remit en position, cette fois-ci pour tirer à balles réelles. Au premier tir, je ratai la cible. Au deuxième, je l'ai corné. Prends ton temps. Concentre-toi. Cale bien la crosse au creux de ton épaule. Inspire, expire. 3 rechargements et 12 tirs plus tard, j'atteignais la cible. « Ouais !» laissai-je échapper malgré moi. Frank me donna une tape dans le dos. « Tu veux tirer ?» lui demandai-je en reposant la carabine sur la table et en faisant le nécessaire pour vérifier qu'elle était vide. Je me faisais presque l'effet d'un pro. « Non, l'heure tourne, on devrait rentrer. » « Allez, quelques balles, hein. C'est ta carabine après tout. » J'étais curieux. Avec le pistolet, il avait fait des prouesses. Et avec la carabine ? « D'accord, » concéda-t-il en levant un œil vers le ciel qui s'assombrissait. « Et si tu me la préparais ?» Ce fut vite expédié. 5 tirs, 5 fois dans le mille. Et alors que je tirais à 10 mètres, lui avait reculé à 30 mètres. Rien que ça m'impressionnait. « T'es vraiment fort, » dis-je alors que nous commencions à remballer. « J'aime ça, c'est tout. »« T'as été dans l'armée ou quoi ?»« Jamais. »« Tu as fait de la compète ? Il doit y avoir des concours pour ces trucs-là, non ?»« C'est juste un passe-temps. Ce que j'aime dans la vie, c'est enseigner. Le tir n'est qu'un moyen de décompresser. À ce propos, Telly, qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» Sa question me prit au dépourvu. Je l'avais pas vu venir. Sur la défensive, je haussai les épaules en me concentrant pour remettre la carabine dans sa housse de transport ajustée. Je sais pas. À l'école ou en dehors, tout le monde a une passion. Je vais très bien. Ce n'est pas ce que m'a dit le directeur quand il a appelé après ta bagarre de vendredi. Mes doigts s'immobilisèrent sur la housse. Je détournai les yeux. J'aurais dû m'en douter. Si on allait tirer tous les deux, il y a toujours un piège. C'est l'autre qui a commencé, grommelai-je. Le directeur était aussi de cet avis. Je ne répondis pas. Mais tu ne peux pas continuer à jouer la tête de Turc. Et chaque fois que tu réponds à la provocation, que tu te lances dans une bagarre, ça augmente les chances que ça se reproduise. Je ne dis rien. Tu es en colère, Telly. Je le vois bien. Et je le comprends. Bon sang, si j'avais traversé les mêmes épreuves que toi, moi aussi je serais en colère. Contre mes incapables de parents, mes camarades, la société, même contre les gens comme Sandra et moi qui ne faisons que passer alors que toi, toute ta vie, tu as dû te battre seul. Il s'interrompit. Je ne quittais pas la housse des yeux. Est-ce qu'il te reste un bon souvenir, Telly ? Un seul bon souvenir de l'époque où tu vivais avec tes parents ? La bibliothèque. Il t'emmenait à la bibliothèque ?
Non, j'y allais. J'emmenais ma petite sœur. Mais tes parents te lisaient des histoires? Non. Ils t'encourageaient à emprunter des livres? Je secouais la tête, complètement désorientée. Lui me regardait avec étonnement. Autrement dit, le seul bon souvenir que tu gardes de l'époque où tu vivais avec tes parents n'a strictement aucun rapport avec eux. Je n'y pouvais rien. J'aimais bien la bibliothèque. Les employés étaient gentils avec nous. D'accord. Bien. Alors, peut-être que ça te plairait de devenir bibliothécaire. Maintenant, je le regardais comme s'il avait perdu la tête. Mais il revint à la charge. Sérieusement, Telly, tu es au lycée. Tes résultats sont à peine passables et entre les bagarres dans les couloirs, cette farce au réfectoire, la dégradation des casiers, le couperet va bientôt tomber. Tu ne peux pas rester toute ta vie un jeune voyou en colère. L'an prochain, tu seras en dernière année. Ensuite, ce sera fini. Tu seras livré à toi-même. Quel homme vas-tu devenir, Telly? Et est-ce que tu te sens prêt? Je n'avais aucune réponse à lui donner. Tes parents ne sont plus là, ta sœur non plus. Le passé appartient au passé. Le haïr, s'en prendre aux autres et à soi-même, c'est une perte de temps. Tôt ou tard, il faudra te libérer de cette colère. Et il faudra arrêter de vivre en regardant dans le rétroviseur. C'est ça l'enjeu de l'année à venir. Trouver ta voie. Te mettre en situation de réussir. On est là pour toi, Sandra et moi. On comprend ce que tu vis. Alors arrête de penser que tu es tout le temps seule et que la terre entière t'en veut. Tu as au moins 2 personnes de ton côté. Ce n'est déjà pas si mal. Franck me prit la housse, se dirigea vers la voiture. « Je ne suis pas libre le week-end prochain, » me dit-il en se retournant vers moi. « C'est la fête de la science au lycée. Mais peut-être le week-end suivant. Je rapporterai les carabines. C'est un bon entraînement pour toi. » Je commençai à replier la table. Il s'arrêta à côté de la voiture et me considéra gravement. « Tu peux y arriver, Telly. Peut-être pas parfaitement. Peut-être qu'il faudra encore en baver, mais j'ai confiance en toi. Tu as sauvé ta sœur. Maintenant, il faut juste que tu trouves comment te sauver toi-même. Encore 1 an, Telly. Ensuite, ton avenir sera entre tes mains. Quel homme deviendras-tu? Chapitre 14. Installée à la table de cuisine, Rainy écoutait le cliquetis des griffes de Luca sur le carrelage. Le berger allemand faisait des allers-retours dans la fraîcheur du sous-sol. Elle n'entendait pas Charla, mais cela n'était guère surprenant. L'adolescente préférait le silence. Tout pour éviter d'attirer l'attention sur elle. Charla lisait, écoutait de la musique avec ses écouteurs, jouait sur son iPad, tout cela dans le plus grand calme. Rainy, Quincy et Charla étaient capables de passer des soirées entières dans le salon, chacun le nez dans son livre ou sur son écran sans faire le moindre bruit. Au début, ce calme avait inquiété Rainy, mais désormais elle choisissait de le voir comme quelque chose de confortable. Encore un point commun grâce auquel leur future fille adoptive leur ressemblait étonnamment, à elle et à Quincy. Ils étaient des êtres casaniers qui aimaient le silence. Rainy se leva et tourna autour de la table. Elle venait de s'entretenir au téléphone avec Brenda Leavitt, l'assistante sociale de Charla. Cela avait pris un peu de temps, mais Rainy avait fini par obtenir quelques renseignements sur le passé de la jeune fille. Son interlocutrice avait aussi promis de se renseigner sur les précédents placements de Telly et de revenir très vite vers Rainy. Celle-ci était à cran, les nerfs en plot. Certes, elle croyait ce qu'elle avait dit à Charla. Sa fille n'avait pas à s'inquiéter de Telly. C'était leur boulot, à elle et à Quincy. Mais d'un autre côté, son propre passé lui avait enseigné que le pire était possible, et même probable. À vrai dire, plus l'adoption de Charla et le moment où elle deviendrait vraiment leur fille approchaient, plus l'anxiété de Rainy s'était aiguisée. Les dénouements de contes de fées, les familles aimantes, c'était pour les autres, se disait-elle souvent. Dans son cas, de tels cadeaux du ciel restaient inaccessibles. Mensonge, se rappela-t-elle alors. Elle avait Quincy, Charla et Luca. Elle avait un travail passionnant, une belle maison, une vie formidable. Simplement, elle avait aussi ses démons. Des démons qu'il lui fallait combattre tous les jours, vaincre tous les jours.
tel était le lot d'une alcoolique. D'où le coup de foudre qu'elle avait eu pour Charla dès leur rencontre. Elle avait regardé sa future fille dans les yeux et elle avait lu en elle, comme dans un livre ouvert. Les peurs de Charla, ses angoisses, son fragile espoir, sa force viscérale. Rainy avait vu sa fille tout entière. Et elle l'avait aimée, non pas malgré ses faiblesses, mais à cause d'elle. Charla était une battante, comme Rainy et Quincy. Et il n'était pas question que Rainy laisse un assassin, ce grand frère perdu de vue, foutre sa famille en l'air. Son téléphone sonna. Elle consulta l'écran, pensant que c'était Brenda Leavitt qui la rappelait. Mais c'était le shérif, Shelly Atkins. « On a du nouveau », dit celle-ci sans préambule. Rainy et Quincy travaillaient avec Shelly depuis sa première élection. Échanger des civilités n'était pas leur fort. « On a retrouvé le téléphone de Telly Renash. Il contient des photos de Charla, datées d'il y a 5 jours. » Rainy s'arrêta net. Elle sentit son cœur sursauter dans sa poitrine et ses poings se serrer par réflexe. Prenant une grande inspiration, elle s'obligea à se rasseoir à la table. « Il y a 5 jours, » répéta-t-elle. Elle essayait de réfléchir. Que faisait-il il y a 5 jours? Était-il à la maison, en sortie? Et comment une policière avertie comme elle n'avait-elle pas remarqué qu'un jeune voyou mitraillait sa fille? Les photos ne sont pas de très bonne qualité, sans doute prises avec le téléphone et agrandies. Dan Mitchell va vous en envoyer une copie par email. Il a reconnu un des bâtiments à l'arrière-plan, la bibliothèque. Exact. 5 jours plus tôt, Rainy avait emmené Luca et Charla à la bibliothèque de Bakersville. Luca participait au programme d'été Un chien pour lire. Le but était d'inviter les enfants en difficulté à faire la lecture à voix haute pour des auditeurs à 4 pattes, ce qui était à la fois plus amusant et moins stressant pour les apprentis lecteurs. « D'accord, » dit Rainy. « Vous avez parlé de son frère à Charla ?» Elle n'a pas été en contact avec lui depuis la nuit du meurtre de leurs parents. Et elle ne garde de lui qu'un souvenir assez vague. Elle n'avait que 5 ans quand ils ont été séparés. Et du côté des emails, des textos, quelque chose que vous n'auriez pas vu? Rainy sourit. Le forfait téléphonique de Charla est lié au mien. Je suis en copie de tous ses textos. Et nous contrôlons régulièrement sa messagerie. Ce n'est pas de tout repos d'être parent de nos jours. Rainy, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais le téléphone de Telly a été vidé. Il a effacé l'historique de navigation, supprimé les photos de sa galerie. Toutes, sauf celles de Charla. Comme s'il tenait à ce qu'on les voie, à ce qu'on sache qu'il l'avait épiée. Rainy se figea. Son cœur faisait de nouveau des bonds dans sa poitrine. Elle sentait monter le pic d'adrénaline, une réaction de panique instinctive face au danger. Elle avait eu raison d'avoir peur dès le début. Le pire était en train de se produire. Encore une grande inspiration. Raisonner comme Quincy. En pareille circonstance, sa logique sans faille était aussi sécurisante qu'elle pouvait être irritante. « Avez-vous progressé sur la localisation de Telly ?» demanda Rainy. Elle parlait d'une voix raisonnablement posée. Encore une inspiration pour se calmer. Puis elle quitta la table pour gagner le bureau de Quincy au bout du couloir et le coffre-fort où ils entreposaient leurs armes. Un pisteur, Cal Noonan, a retrouvé sa trace. Depuis le parking de la station-service, Telly est parti vers le nord, et il semblerait qu'il soit entré dans un lotissement résidentiel. Une poignée de maisons, des terrains immenses. Ils sont en train de sonder le secteur. Rainy hocha la tête, décrocha la photo de la fille aînée de Quincy, puis posa son index sur le lecteur biométrique. La porte du coffre-fort s'ouvrit. L'arme personnelle de Rainy était un Glock 42, mais ce pistolet était trop volumineux pour être porté discrètement avec sa tenue estivale. Elle choisit donc plutôt son 22 de secours. Quincy portait son arme dans un étui de cheville. Rainy préférait coincer la sienne au creux de ses reins. Plus accessible, pensait-elle. Il s'est passé plus de 4 heures depuis la fusillade de la station-service. Exact. Et personne n'a encore aperçu le suspect? L'avis de recherche et le numéro d'appel dédié n'ont rien donné? Rien. Bref, il se peut qu'il soit encore à pied dans ce lotissement. Mais il pourrait aussi avoir volé un autre véhicule et avoir filé rencard à un ami. Il peut être absolument n'importe où. Je confirme. L'avantage d'une conversation entre membres des forces de l'ordre. Ni l'une ni l'autre n'avait à mentir. Je peux affecter un policier à votre protection rapprochée, proposa le shérif. Et réduire le nombre d'agents qui recherchent un fuyard armé? Non merci, on a la situation sous contrôle ici.
Rainey ne disait pas cela uniquement parce qu'elle était désormais armée ou que sa fille était flanquée d'un chien policier, mais parce que Quincy avait conçu la maison en songeant précisément à ce genre de situation. Les baies étaient positionnées de sorte à offrir des perspectives dégagées, et l'allée de gravier était en elle-même un système d'alarme. Rainey avait ses angoisses et ses démons. Quincy avait les siens. « J'ai discuté avec l'assistante sociale de Charla », reprit Rainey. Charla affirme qu'elle se souvient très peu de ses parents ou de son grand frère. Pour être franche, nous n'avons jamais posé beaucoup de questions sur Telly et sur les raisons pour lesquelles il était sorti de sa vie. Mais avec les événements de ce matin... Rainey n'avait pas besoin de voir le shérif pour savoir qu'elle hochait la tête à l'autre bout du fil. D'après Brenda Leavitt, Charla justifiait les agissements de Telly cette nuit-là. Et le procureur, Tim Egan, a fait évaluer les 2 enfants par une psychiatre judiciaire. Sa conclusion a été que Telly avait joué un rôle maternant auprès de sa sœur. Il lui préparait son petit déjeuner, l'emmenait à l'école, ce genre de choses. Il aimait Charla? Oui, d'après le rapport psychiatrique. Mais c'est là que ça se corse. Quand on lui a confié le dossier, Brenda Leavitt a réalisé son propre entretien avec Charla qui était en convalescence à l'hôpital. Comme Telly avait aussi frappé sa sœur, dans le feu de la colère, estimait la psychiatre, Brenda voulait s'assurer que Charla se voyait encore sans problème vivre avec son frère. Les services sociaux séparent rarement les fratries. Ils ne le font que s'ils considèrent que c'est dans l'intérêt des enfants. Je vois. Or, chaque fois que Brenda interrogeait Charla sur son frère, la gamine devenait très agitée et n'arrêtait pas de répéter qu'il la détestait. Pour finir, Brenda s'est inquiétée de voir que Charla avait peur de Telly. Elle s'est dit qu'il risquait de nouveau de s'en prendre à elle. D'où la recommandation de placer les 2 enfants séparément. « Donc, c'est Charla qui a coupé les ponts, si on peut dire », observa Shelley. « Oui. Mais je ne sais pas à quel point Telly l'a su. Il n'avait que 9 ans à l'époque et son propre traumatisme à gérer. » N'empêche, vu de chez Telly, on pourrait se dire qu'il a tué ses parents pour sauver sa sœur, tout ça pour qu'elle refuse définitivement de le voir. Ce n'est pas faux. Et si l'on en croit le rapport de la psychiatre judiciaire, après toutes ces années et les efforts que Telly avait faits pour prendre soin de Charla et la protéger, son rejet a dû être d'autant plus difficile à encaisser. En fait, ça a dû le mettre sacrément en rogne. Certes, constata Rainey. Brenda va me fournir une liste de toutes les familles d'accueil par lesquelles Telly est passé, mais ça ne sent pas bon. Depuis qu'il a perdu ses parents et sa sœur, il a été d'un endroit à l'autre. Tendance antisociale, trouble oppositionnel avec provocation. C'est un adolescent profondément perturbé. Shelley poussa un gros soupir. Est-ce que ça va être une de ces affaires où tous les voisins diront au journal télé « Je savais que ce gamin était de la mauvaise graine » et ainsi de suite? Possible. Brenda connaissait la précédente famille d'accueil de Telly. La femme n'avait pas un bon contact avec lui. Elle le trouvait trop taciturne. Il faisait ce qu'on lui disait, mais elle s'est toujours un peu méfiée de lui. Pour reprendre ses termes, elle avait peur qu'il les assassine dans leur sommeil. Super. On leur a retiré Telly en raison d'accusations de vol. De petits objets disparaissaient aux 4 coins de la maison. Telly ne s'est jamais défendu. Sa conseillère de probation est venue le chercher et il est parti. Direction la maison des Duval, j'imagine. Mais des mois plus tard, la famille a retrouvé les objets disparus. Il y avait chez eux 4 enfants placés et on s'est aperçu que c'était un autre qui chapardait, qui faisait de l'accumulation compulsive en fait. On a tout découvert dans une boîte sous le lit du gamin. Ils s'en sont voulus d'avoir accusé Telly, mais pas au point de réclamer son retour. Donc un adolescent furieux et introverti, qui a grandi dans une famille violente et tué ses parents à l'âge de 9 ans, qui a été rejeté par sa petite sœur, sans doute la seule personne qui ait jamais compté à ses yeux, et auquel le reste du monde n'a ensuite accordé aucune chance. Les tueurs fous ont souvent une liste de personnes à abattre, observa Rainey. Tous ceux qui leur ont un jour ou l'autre fait du tort. Je vous envoie un agent, sérieusement. Et vous allez aussi en envoyer un à toutes les familles qui ont rejeté Telly? Au directeur de lycée qui l'a renvoyé, aux camarades de classe qui se moquaient de lui? La liste des gens qui ont fait du tort à Telly est trop longue, vos effectifs n'y suffiront pas. Le retrouver, voilà ce qu'il faut faire. Le localiser, l'interpeller. J'ai une équipe de pisteurs à ses trousses. Et ensuite, je dois rencontrer Ali Sanchez, sa conseillère de probation, histoire de voir ce qu'elle peut nous dire de l'état d'esprit de Telly et de la personnalité des Duval. Si Telly est du genre rancunier, allez savoir ce qu'ils ont pu faire pour qu'il explose. Est-ce que Quincy peut se joindre à vous? J'aimerais en faire autant, mais je dois rester avec Charla. Je ne refuse jamais les lumières d'un profileur.
Surtout dans une affaire où les zones d'ombre sont encore légion. Envoyez-moi les photos. C'est en cours. Rainey retourna dans la cuisine. Elle s'arrêta pour guetter le bruit des griffes de Luca. Et ne l'entendant pas... « Charla » appela-t-elle vivement. « Oui ?» Sa fille apparut, un verre de citronnade à la main, Luca à ses côtés. Et une fois de plus, Rainey demanda à son cœur de se calmer et décrispa sa main autour du combiné. « Charla, il faut qu'on parle. » Chapitre 15. Quincy était à cran, et ce que lui disait Rainey à l'autre bout du fil n'arrangeait rien. Telly a des photos de Charla dans son téléphone? Une demi-douzaine, prises ces 5 derniers jours. Sur la plupart, on voit Charla et Luca marcher en direction de la bibliothèque. Mais la dernière, c'est le porche de la maison. Il est venu chez nous. Je crois qu'il faut que vous partiez, Charla et toi. Allez à Seattle, au Canada, n'importe où. Je comprends. Je suis en train d'en discuter avec Charla. Elle jure toujours qu'elle n'a eu aucun contact avec son frère et qu'elle n'a vu personne la prendre en photo. Pourquoi nous laisser ces photos, Quincy? Pourquoi tout supprimer de son téléphone sauf ça? Shelley pense que c'est un message ou peut-être un avertissement. Mais dans quel but? Quincy ne savait pas très bien quoi répondre. Il est en colère. Dans le passé, Charla l'a rejetée. Aujourd'hui, il veut qu'elle sache qu'il peut la retrouver à tout moment. Dans ce cas, pourquoi ne pas venir à sa rencontre? Pourquoi ne pas rappliquer ici après avoir tué les Duval et en finir une bonne fois pour toutes? Pourquoi partir vers le nord et tuer 2 inconnus? Si ces photos sont un avertissement... Je ne sais pas, finit par dire Quincy. D'après tout ce qu'on m'a dit sur Telly, c'est un vrai cas d'école. Renfermé, instable, solitaire. Élevé dans une famille maltraitante, conduit à tuer ses parents à l'âge de 9 ans. En manque de repères depuis cette époque. Un tableau classique pour un auteur de tuerie. Mais curieusement, j'ai l'impression que nous ne savons rien de lui. C'est parce que tu connais Charla, que tu l'aimes. Du coup, tu ne peux pas imaginer que son frère soit mauvais à ce point. Possible. Il veillait sur elle. La première chose qu'elle revoit quand elle pense à lui, c'est une boîte de Cheerios. Il lui donnait son petit déjeuner, Quincy. Ce lien qu'il y avait entre eux, ça doit compter tout de même. Il était attaché à sa sœur. C'est bon signe en théorie, expliqua Quincy. Un enfant qui s'est attaché une fois est capable de s'attacher de nouveau. Raison pour laquelle ils avaient donné un chien à Charla. Mais quand le lien a été rompu, il est fort possible qu'il se soit senti trahi par sa sœur. Il y a en lui un noyau de colère qu'il nourrit depuis des années, et maintenant qu'il a explosé... Tout est possible, conclut posément Rainey. Vous devriez partir, Charla et toi. Je sais. Donne-moi le temps de rassembler quelques affaires. Et toi, tu vas rejoindre Shelley pour l'entretien avec la conseillère de probation? Je suis en route pour le PC. Il faut qu'on arrive à cerner ce garçon, Quincy. Pas seulement parce qu'il représente une menace, mais parce que c'est le frère de Charla. Elle va avoir besoin de réponses. Tu te rends compte? D'abord, son père essaye de zigouiller toute la famille, et maintenant son frère est un tueur de masse. Elle va se poser des questions sur son devenir, forcément. Je sais. On va résoudre cette affaire, Rainey. On va coincer ce suspect comme on l'a toujours fait. Charla sera saine et sauve et la vie reprendra son cours. Et toi, tu tiens le choc? Question posée d'une voix douce par son épouse, sa complice pour qui il n'avait pas de secret, et qui savait qu'il avait déjà vu une de ses filles assassinée. J'aimerais que vous partiez, Charla et toi, répéta-t-il. Et parce que Rainey le connaissait par cœur, elle répondit « Charla n'est pas Mandy. Tu as raison, on va retrouver Telly et Charla sera de nouveau en sécurité. On va y arriver, Quincy. Je te le promets. » Quincy se rendit au PC mobile. Alice Sanchez, la conseillère de probation, s'y trouvait déjà, au coude à coude avec le shérif Atkins dans ce petit espace. De prime abord, on aurait facilement pris Ali pour une des mineures qu'elle suivait. Un petit bout de femme, de longs cheveux bruns, un visage auquel on aurait donné 14 ans plutôt que 40. À cet instant, elle était assise en tailleur sur une chaise, position que Quincy n'aurait jamais cru possible. Vêtue d'un short et d'une blouse à fleurs fluides,
Elle sourit devant la tenue plus conventionnelle de Quincy. Vous devez être le profileur. Je plaide coupable. Il se fraya un chemin pour serrer la main de Sanchez, puis battit en retraite vers l'entrée. Vu l'exiguïté des lieux, aucun risque de ne pas se faire entendre. J'étais en train de dire au shérif que je connaissais Telly depuis 1 an. On me l'a confié quand il avait 16 ans. Un tempérament colérique, au moindre mot ou geste de travers, Telly défonçait un casier du lycée. D'où une condamnation pour trouble à l'ordre public. Il a aussi été renvoyé 5 jours de l'établissement, mais comme c'est une forte tête, il est revenu au bout de 2 au mépris des ordres du directeur. Nouvelle bagarre dans les couloirs, et le directeur appelle la police pour expulser Telly manu militari. Disons que Telly n'y a pas mis beaucoup de bonne volonté, ce qui lui a valu une condamnation pour délit de rébellion et l'ouverture d'un dossier chez moi. Et depuis, on tourne en rond. Drogue, alcool ? Demanda Shelley. Dans le cadre de son suivi judiciaire, Telly est soumis à un dépistage aléatoire de consommation de drogue. Je lui ai fait passer 4 tests en 1 an, tous négatifs. Et vous croyez à ces résultats ? Quincy posait la question parce que les toxicomanes patentés connaissaient de nombreuses méthodes pour fausser les tests. En fait, oui. Je ne dirais pas que Telly est un saint, mais je ne crois pas que la drogue fasse partie de ses nombreux problèmes. Au contraire, j'ai l'impression qu'après ce qu'il a vécu auprès de ses parents, il y est violemment hostile. L'exception qui confirme la règle, observa Quincy. Les enfants de toxicomanes ayant statistiquement beaucoup plus de chances de tomber à leur tour dans la drogue. Ça, Telly est un cas particulier. Parmi les jeunes que je suis, il fait partie de ceux devant lesquels on se dit « méfions-nous de l'eau qui dort ». Est-ce que je l'aime bien ? Oui, absolument. Est-ce que je me serais douté qu'on m'interrogerait parce qu'il aurait perpétré une tuerie de masse ? Non. Mais je le répète, il faut se méfier de l'eau qui dort. Or, je ne vois Telly que de loin en loin et depuis moins d'1 an. Je ne peux pas dire que je le connaisse bien. Surtout qu'avec son caractère, Telly garde tout pour lui. Alors quand la cocotte minute explose, tout devient possible, conclut Shelley. Il n'avait aucun souvenir d'avoir défoncé les casiers du lycée. Quand il a regardé les images de la vidéosurveillance, il a été le premier surpris, même si le sang qui dégoulinait de ses poings aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Sanchez se pencha vers eux. En probation, une partie du travail consiste à élaborer des stratégies qui permettront aux jeunes de s'en sortir. Je ne me contente pas de surveiller Telly parce qu'il a commis de mauvaises actions par le passé. Je l'accompagne pour trouver avec lui des moyens d'éviter que ça se reproduise. En l'occurrence, Telly a plusieurs handicaps à surmonter. Déjà, il est insomniaque. Le trauma, la surexposition à la violence, l'anxiété, tout ce que vous voudrez. Résultat, il dort rarement plus d'1 ou 2 heures par nuit. Ce qui, vous l'imaginez bien, ne facilite pas la scolarité et la concentration. Vivant lui-même avec 2 insomniaques, Quincy l'imaginait bien, en effet. Sandra Duval s'était renseignée sur le sujet, continua Sanchez. Les somnifères provoquaient des réactions paradoxales chez Telly. Mais la dernière fois que nous nous étions rencontrés, elle avait commencé à lui donner de la mélatonine, un complément naturel, pour voir si ça apporterait une amélioration. Verdict ? Demanda Shelley. Je ne sais pas, c'était il y a 1 mois. D'autres difficultés ? Demanda Quincy. Telly a du mal à se tenir à l'écart des problèmes. Si vous le bousculez, il vous bousculera en retour. Or, vu son passé et les idées que beaucoup de ses camarades se font à son sujet, il suffisait qu'entre 2 cours un autre élève lance une pique dans les couloirs ou lui donne un coup d'épaule pour que ça tourne à la bagarre en un rien de temps. Au mois de mai, je lui ai conseillé de se mettre des écouteurs dans les oreilles entre les cours, de se concentrer sur sa musique et de rester dans sa bulle. Je crois que ça l'a aidé, mais à l'époque, il était déjà en train de rater son année, si bien qu'il a passé ses 2 derniers mois en cours de rattrapage. Pour Telly, scolarité égale stress. Ça fait monter la pression, traduisit Quincy. Exactement. Est-ce qu'il appréciait sa famille d'accueil ? Demanda Shelley. Sanchez haussa les épaules. Il avait l'air de les supporter, ce qui n'était déjà pas si mal dans son cas. À signaler que c'était moi qui avais recommandé les Duval. J'avais pris sur moi de contacter l'assistante sociale de Telly. Dans le système de placement, chaque famille a son créneau. De celles qui sont là pour l'allocation de $20 par jour, à celles qui veulent des placements de courte durée et la satisfaction d'offrir un havre de sécurité à un enfant avant qu'il ne parte dans la famille qui l'accueillera définitivement, en passant par celles qui visent l'adoption et qui veulent offrir une solution permanente.
Franck et Sandra se situaient à une extrémité du spectre. Ils voulaient un enfant déjà grand, auprès de qui il pourrait jouer un rôle de tuteur. Par exemple, un adolescent comme Telly est trop vieux pour s'imaginer s'intégrer à une famille. En revanche, il a besoin d'être soutenu. D'ici 1 an, il sortira du dispositif et sera livré à lui-même. Comment trouver un logement, un premier emploi, ouvrir un compte en banque, payer ses factures. J'aborde aussi certains de ces sujets avec les jeunes que j'accompagne, mais les premiers pas dans la vie sont souvent semés d'embûches. Devenir majeur est un défi pour tout le monde, mais c'est particulièrement difficile pour les enfants de l'assistance. Nous avons vu des photos sur la page Facebook de Sandra Duval, dit Shelly. Apparemment, Franck emmenait Telly tirer avec des armes à feu, vous étiez au courant? Franck m'avait prévenu avant de donner sa première leçon à Telly. Il pensait que cette activité pourrait lui apprendre à focaliser son attention. Toucher une cible exige discipline et concentration. Et si l'élève n'est pas trop mauvaise, cela peut également renforcer sa confiance en lui. Or, Telly en manquait cruellement. En tout cas, c'est l'argumentaire que Franck m'a servi. « Est-ce que Telly parlait de ses séances ?» demanda Quincy. « Non, jamais. »« Est-ce qu'il était bon tireur ?» insista Shelly. « Aucune idée. »« Et Sandra ?» reprit Quincy. « Que pensait-il d'elle ?» Un jour, il m'a vanté ses talents de cordon bleu. « Est-ce qu'il parlait de son passé, de la mort de ses parents ?» Non. « Et vous, est-ce que vous abordiez le sujet ?» Oui et non. On tournait autour de la question. Comme les faits n'avaient donné lieu à aucune poursuite, il n'existe aucun dossier officiel au nom de Telly concernant la mort de ses parents. Cela dit, j'ai contacté certains des policiers qui étaient intervenus pour me renseigner. Et puis, il y a les rumeurs. Ses camarades du lycée en avaient même fait un petit couplet. Telly Renache assomme sa mère à coups de batte, Telly Renache tabasse son père et le latte. Je vous le disais, mieux valait qu'il se bouche les oreilles dans les couloirs. Mais lui-même refusait d'en parler, demanda Quincy. Oui, et si j'insistais, son regard devenait vide. Comment vous décrire cette expression? Comme s'il était complètement absent. Quincy se pencha vers elle. Et sa sœur, Charla, est-ce qu'il vous aurait parlé d'elle? Pour la première fois, Sanchez hésita. Telly, non. Mais Franck Duval, oui. Il y a 5 mois. Dans le courant du mois de mars. Il m'a appelé pour savoir si j'avais des informations à son sujet. Et c'était le cas? Non, je suis conseillère de probation, pas assistante sociale. Quincy ne la lâchait pas du regard. Pourquoi cette question de la part de Franck? Que cherchait-il à savoir? Il s'était mis en tête que Telly n'arrivait pas à se libérer de ce qui était arrivé à sa famille biologique. Tuer ses parents, même quand votre père vous pourchasse dans toute la maison avec un couteau, c'est lourd. Ajoutez à cela que, dans son accès de violence, Telly avait aussi cassé le bras de sa sœur. Franck se disait que si Telly avait pu voir, ou du moins savoir, que sa sœur allait bien, ça aurait pu l'aider à aller de l'avant, à se réconcilier avec le passé. Ce qui paraissait indispensable à Franck si nous voulions que Telly puisse un jour tourner la page. « Je veux voir les photos », dit Quincy. Il regardait Shelly et c'était une affirmation, pas une demande. Avec un soupir, le shérif s'approcha d'un des ordinateurs portables pour pianoter sur le clavier. Le téléphone est encore en cours d'analyse, mais l'adjoint Mitchell m'a copié les photos. Il y en a 6 qui remontent à 5 jours d'après la date des fichiers. Comme le lui avait indiqué Rainey, les 5 premières avaient été prises devant la bibliothèque publique. Charla traversait le parking, Luca à ses côtés, Rainey quelques pas derrière. Sanchez regarda par-dessus l'épaule de Quincy, curieuse. « Telly passait beaucoup de temps à la bibliothèque ?» demanda Quincy. Je ne crois pas lui avoir jamais posé la question, mais c'est un grand lecteur. Les 3/4 du temps, il se promène avec un livre de poche corné dans son sac, du Tom Clancy, du Brad Taylor, des thrillers militaires. Est-ce que ça pouvait être aussi simple que ça? 5 jours plus tôt, passant à la bibliothèque, Telly avait repéré cette sœur perdue de vue depuis des années, et là... En la voyant si heureuse avec son chien, il avait décidé de buter toute la ville en commençant par sa famille d'accueil. Quincy secoua la tête. Ça ne collait pas. Il y avait trop d'éléments qui leur manquaient, trop de choses qu'ils ignoraient sur Telly, sur ses meurtres. La dernière photo s'afficha à plein écran. Sauf que cette fois-ci, Charla ne se trouvait plus devant la bibliothèque, mais sous un porche, assise dans un fauteuil à bascule adirondack
qui faisait la paire avec un autre. Devant sa maison. Chez Quincy. Quelle date? Demanda-t-il sèchement. Shelley répondit d'une voix égale. Même après-midi. Il a suivi Rainey et Charla depuis la bibliothèque. J'imagine. Pourquoi? Il se retourna d'un seul coup vers Sanchez qui avait eu la bonne idée de regagner son siège. Pourquoi ces photos? Pourquoi ce soudain intérêt pour sa sœur alors que d'après vous, il n'en avait jamais parlé? Je ne sais pas. Est-ce que Frank Duval avait fait des recherches sur ma fille? Est-ce qu'il avait creusé la question? Je suis désolée, mais je l'ignore. Il faudra demander à Frank. Sa voix se brisa. Impossible d'interroger Frank Duval abattu au petit matin par Telly. Shelley, debout entre eux, tenta de remettre la conversation sur ses rails. Telly Renache est un jeune en colère. Sanchez arracha son regard de Quincy pour se tourner vers le shérif. Vous voudriez que je le mette dans une case. Bon ou mauvais, noir ou blanc. Il a tué 4 personnes ce matin, mon opinion est faite sur le sujet. Je vous comprends. Et comme je connaissais personnellement Frank et Sandra et que c'est moi qui ai recommandé qu'on leur confie ce garçon... La voix de Sanchez se mit à trembler, et Quincy entendit pour la première fois les émotions qu'elle s'était manifestement donné beaucoup de mal à contenir. « Je ne peux pas ranger Telly dans une case pour vous faire plaisir, » reprit-elle après quelques instants. « Oui, il est impulsif, sujet aux accès explosifs, mal dans sa peau et très remonté. C'est aussi un môme de 17 ans qui essaie de se dépatouiller d'une enfance violente tout en s'entendant dire qu'il ne lui reste que quelques mois pour décider du reste de sa vie. Est-ce que je voudrais être à sa place? Pas franchement. Quand il fait des efforts, Telly n'est pas un méchant garçon. Le Telly qui prenait sa mélatonine et qui se mettait des écouteurs dans les oreilles entre les cours, ce Telly-là espérait arriver à s'en sortir. Il coopérait avec moi. Peut-être même qu'il écoutait Frank. Une fois qu'on a dit ça... Sanchez laissa sa phrase en suspens et prit une grande inspiration. Il est stressé. Son passé, son avenir, le présent et ses cours de rattrapage. Les raisons ne manquent pas. Telly est un adolescent soumis à une pression phénoménale et les précédents nous montrent que sous pression... Il explose, dit Quincy. Voilà. Et dans ces moments-là, il devient capable de presque n'importe quoi. Y compris de frapper sa petite sœur avec une batte de baseball. Exactement. Sanchez se tut. Quincy, de son côté, n'était pas certain d'avoir grand-chose à ajouter. Il s'abîma de nouveau dans la contemplation de la photo de sa fille, prise à leur insu devant leur propre maison. Comment ce garçon avait-il pu s'approcher autant? Et pourquoi maintenant? Qu'attendait-il de sa sœur? La radio accrochée à l'uniforme de Shelley donna brusquement signe de vie. L'appel résonna avec d'autant plus de force qu'un silence crispé régnait dans le poste de commandement. Coup de feu signalé, coup de feu signalé. De Team Alpha à la base. Demande de renfort immédiat, je répète, coup de feu signalé. Chapitre 16. Cal Noonan aimait les arbres. Il admirait leur beauté élancée, appréciait leur ombre profonde, et en un jour comme celui-ci, les respectait pour la couverture stratégique qu'ils offraient. Quand on prend en chasse un fugitif armé, il ne fait jamais de mal d'en être séparé par autant d'arbres que possible. L'approche de la première habitation n'en était que plus éprouvante pour leurs nerfs. Une petite maison blanche, tout au bout d'un chemin de terre. Le terrain avait été déboisé des décennies, sinon des générations plus tôt, de sorte qu'un vaste espace à découvert s'étendait entre l'équipe de Cal et la porte d'entrée. D'ailleurs, ce n'était même pas la maison qui intéressait le plus le pisteur. Il avait repéré une empreinte de chaussure au bord de la route, vers le côté gauche de la propriété, où Cal apercevait une baraque toute branlante. Le genre de remise où le propriétaire pouvait garer une voiture mangée par la rouille, un vieux tracteur ou, dans la région, un quad. Si Cal avait été un jeune fuyard de 17 ans, il aurait voulu un quad. Antonio prit la tête de la colonne, suivi de Cal et Noni, Jess fermant la marche. Ils avançaient le dos bien droit, restant le plus possible à l'ombre des broussailles qui bordaient la propriété. Une progression lente et régulière, fusil en main.
à l'affût du moindre mouvement. Sauf Cal, qui cherchait sur le sol devant Antonio de nouvelles traces de passage. Si bien qu'il ne vit pas venir le premier coup de feu. Il était en train d'inspecter un pan de pelouse particulièrement piétiné quand soudain, un coup de fusil claqua, net et précis. Antonio poussa un juron. Cal et Noni se jetèrent à terre. Puis Jess, à plat ventre, fusil devant lui, rampa jusqu'à eux en demandant « Vous êtes blessés? Qu'avez-vous vu ?» Antonio réclamait déjà des renforts par radio. Cal se promit que si par bonheur il s'en sortait, il s'en tiendrait à fabriquer du fromage jusqu'à la fin de ses jours. Deuxième coup de fusil, en provenance de la maison, jugea Cal. Après quoi, alors qu'une troisième balle déchiquetait le buisson au-dessus de sa tête, il aperçut le miroitement d'un fusil à une fenêtre de l'étage. « Police! Cessez le feu !» cria Antonio accroupi tout en communiquant par geste avec Jess. Son collègue hocha la tête et en 3 rapides roulés-boulés prit position à l'abri d'un rhododendron. « Vous êtes sur une propriété privée !» dit une voix râpeuse de vieil homme. « Sortez de chez moi! Rien à voir! Rien à voler! Oust !»« Monsieur, c'est la police! Nous sommes à la poursuite d'un fugitif armé. Posez votre arme! Ne tirez plus !»« Si vous voulez mon arme, il faudra l'arracher des mains de mon cadavre !» rétorqua le maître des lieux. Cal baissa la tête. Il allait mourir à cause d'un vieillard paranoïaque. La bonne blague. « Monsieur !» lança Cal, tentant à son tour sa chance, quitte à s'attirer un regard noir d'Antonio. « Nous sommes sur la piste d'un jeune homme de 17 ans. Il a tué une caissière et un client à la station EZ Gaz à 2 kilomètres d'ici. Vous avez peut-être vu ça aux informations. » « Il y a eu des meurtres à la station-service ?»« Voilà. Je dois retrouver le coupable. Nous avons des raisons de penser qu'il est passé par chez vous. »« Le jeune qui s'est introduit dans ma remise, vous voulez dire ? Vous bilez pas, je lui ai tiré dessus aussi. Voyou, il s'imaginait qu'il pouvait se servir comme ça. Est-ce qu'il est toujours dans la remise ? C'est important, il est lourdement armé et considéré comme dangereux. Pensez-vous ? 2 coups de fusil et il est reparti à travers les fourrés. Il doit être en train de dévaliser la maison de la voisine à l'heure qu'il est. Pas qu'elle ait quoi que ce soit à voler d'ailleurs. Monsieur, je vais me relever. Ce serait bien aimable à vous de ne pas me tirer dessus. Dans la vraie vie, je suis responsable de production à l'usine de fromage, alors si vous comptez remanger un jour du cheddar... » Avec beaucoup de prudence, Cal ramena une jambe sous lui, puis la seconde. Il se redressa. Antonio tenait toujours la fenêtre de l'étage en joue pour le couvrir. Cal leva les mains en l'air. « Il faut qu'on retrouve ce tireur, avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Vous dites qu'il est entré dans votre remise. »« Ouais, jusqu'à ce que je balance quelques pruneaux en direction de son arrière-train. »« Vous l'avez touché ?»« Non. J'ai visé largement au-dessus de la tête, comme avec vous. » Sa voix était descendue de plusieurs tons, de celui de la confrontation à celui de la conversation. « Il faut qu'on fouille votre remise, au cas où il y aurait des indices, pour continuer à suivre sa trace. C'est important. » « Qui l'a tué à la station-service ?»« La caissière, une fille du coin. »« Erin ? Il a tué Erin ? Nom de... Petit salopard, j'aurais dû le descendre quand j'en avais l'occasion. Bon, j'arrive, je vous retrouve à la remise. » Le fusil disparut de la fenêtre. Accroupi devant Cal, Antonio secoua la tête et se releva au ralenti. « Il y a des gens et il y a des jours. » Ouais, et cette journée ne fait que commencer. Cal et Noni furent les premiers à s'approcher de la remise. Antonio et Jess se positionnèrent entre les pisteurs et la porte du papy flingueur. Ils tenaient leurs fusils devant eux avec des contractions, toujours prêts à tirer mais donnant des gages de confiance. Cal repéra 2 nouveaux creux, traces de pas dans des zones où le terrain était plus meuble, et ils arrivèrent à la remise. À peu près de taille à abriter une voiture, c'était une baraque poussiéreuse et délabrée. La porte de côté, entrebâillée, laissait deviner l'intérieur, noir et crasseux. Il manquait des carreaux aux 2 fenêtres latérales à travers lesquelles les rayons du soleil brûlant éclairaient les volutes de poussière soulevées par un récent passage. Un grincement venu de la maison derrière lui. Cal se retourna et vit un vieux monsieur en jean, t-shirt blanc et bretelles rouges descendre péniblement le perron. Au moins avait-il laissé son arme à l'intérieur. « Jack !» se présenta-t-il en s'approchant de leur petit groupe.
Jack George. Ici, c'est chez moi. Et voilà ma remise. Qu'avez-vous besoin de voir pour retrouver la petite ordure ?» À la requête de Cal, M. George les autorisa à ouvrir la grande porte pour laisser entrer davantage de lumière. Cal vit alors encore plus de traces de passage dans la poussière. Des empreintes fraîches sur un large établi où leur suspect avait cherché son chemin à tâtons, peut-être en quête d'objets susceptibles de lui être utiles, ou même d'une autre arme. La remise contenait un assortiment d'outils de jardinage et d'outils électriques, ainsi qu'un tracteur de tonte relativement neuf et embaumant l'herbe coupée. Mais le plus intéressant se trouvait au fond. Un quad, tendu de toile d'araignée, 2 pneus à plat. « Je l'avais acheté pour mes petits-enfants », expliqua M. George. « Je pensais que ça les amuserait de faire les fous avec ce bolide dans la propriété. Mais ça fait un moment qu'ils ne sont pas venus. Sûr qu'il faudrait regonfler les pneus et probablement changer le carburant, mais il marche. Si je n'avais pas vu l'autre voyou rôder devant la remise, il l'aurait volé, c'est certain. » Cal hocha la tête. Il distinguait clairement des empreintes de pas à côté du quad, à l'endroit où leur cible avait pris le temps d'évaluer la situation. Dans la mesure où ce véhicule était garé dans l'obscurité du fond de la remise et non visible par les fenêtres, Cal avait quelques doutes sur la théorie de M. George. Leur meurtrier présumé était bel et bien entré dans la remise. Selon toute probabilité, les pneus à plat et le réservoir piqué de rouille l'avaient convaincu de renoncer au quad. À ce moment-là, à lire les empreintes sur le sol poussiéreux, il était ressorti par la porte de côté. Et c'est alors que M. George avait finalement repéré l'intrus et ouvert le feu, à sa sortie et non avant qu'il entre. Ensuite, une fois les premiers coups de feu tirés, Cal sortit de la remise et reprit son examen de la pelouse. Apparemment, le suspect avait déguerpi vers l'arrière de la remise. Les empreintes, plus profondes, plus espacées, indiquaient qu'il courait, la tête certainement rentrée dans les épaules pour esquiver les balles. Derrière la bâtisse, Cal découvrit 2 empreintes plus légères, côte à côte. L'individu s'était arrêté pour reprendre son souffle et trouver la meilleure porte de sortie. Précisément, face à l'arrière de la remise, une épaisse haie présentait une brèche étroite à l'endroit où l'un des buissons était mort sans être remplacé. Cal et les commandos du SWAT auraient eu du mal à se faufiler par là, mais un gamin de 17 ans, maigre et nerveux... Cal s'approcha, examina la brèche. Il repéra plusieurs brindilles cassées, le bois vert encore visible, et des feuilles fraîchement tombées. Il fit signe à son équipe de lui accorder un instant pendant qu'il interrogeait de nouveau M. George. « Votre voisine de l'autre côté, elle aime autant que vous les armes à feu ?»« Aurora ? Non. Je ne pense même pas qu'elle soit chez elle. Un de ses enfants est venu la chercher l'autre jour pour l'emmener chez eux à Portland. Elle n'a pas la climatisation et supporte très mal les grosses chaleurs. Donc il se pourrait très bien que sa maison soit vide. »« C'est ça. » Cal se tourna vers Antonio. « À quelle heure avez-vous vu le suspect ?» demanda celui-ci à M. George. « Voyons voir, je regardais le journal du matin, donc il y a bien 5 ou 6 heures de temps. » Cal confirma. Comme la fusillade de la station-service avait eu lieu à 8 heures et qu'il était maintenant presque 14 heures, il était acquis que Telly Renache possédait une bonne longueur d'avance. Mais au vu de la piste, le fugitif était aussi contraint de prendre des décisions au fur et à mesure. Par exemple, tourner à droite vers le lotissement résidentiel, s'approcher furtivement de la première maison et explorer les possibilités qui s'offraient à lui dans la remise avant de devoir fuir les lieux. Telly progressait plus vite qu'eux, mais il devait aussi prendre le temps de réfléchir. Et la maison vide de la voisine avait dû représenter une nouvelle cible tentante. Peut-être même un refuge où se terrer et se reposer. Avec un peu de veine, dit Cal à Antonio, le gamin a essayé d'entrer par effraction chez la voisine. Pour y trouver de l'eau, de la nourriture, du matériel, c'est peut-être notre première occasion de regagner du terrain. Antonio se tourna vers M. George. « Monsieur, est-il possible de voir chez votre voisine depuis les fenêtres de votre étage ?»« Dites donc, qu'est-ce que vous insinuez ?»« Simple repérage, monsieur. J'aimerais voir s'il y a du mouvement chez votre voisine avant qu'on se pointe à sa porte la bouche en cœur. »« Oh, dans ce cas, oui. Maintenant que vous le dites, depuis la fenêtre de la salle de bain. » Antonio suivit M. George vers la maison. Cal reprit son examen de la brèche. Eux-mêmes ne traverseraient pas à cet endroit, ce qui aurait détruit des indices. Non, ils feraient tout le tour et retrouveraient la piste de l'autre côté de la haie.
Noni et lui disposèrent de nouveaux fanions orange pour les techniciens qui passeraient après eux. 10 minutes plus tard, Antonio ressortait de la maison. « Aucun signe d'activité. J'ai donné notre position par radio. L'hélico arrive pour un passage aérien au-dessus du secteur. » « Bien, on progresse. » La file indienne se reforma et, quittant la propriété de M. George, ils reprirent le chemin de terre ombragé pour faire le tour de la haie. La maison de la voisine était une charmante demeure de style Cape Cod, à bonne distance du chemin. Cal entra le premier dans la propriété. Un nouveau coup de feu retentit. Pas en provenance de la maison de M. George sur leur gauche, ni de la mignonne maison de la voisine sur leur droite. Cela venait de derrière eux, de l'autre côté du chemin. Cal en était encore à se retourner, encore à réaliser à quel point il s'était fourvoyé, à quel point il s'était fait balader, quand Antonio s'effondra dans une giclée rouge, quand Noni poussa un hurlement. Tandis qu'au loin, une carabine les canardait encore, et encore, et encore. Chapitre 17. Rainy et Quincy discutent dans la cuisine. Ils parlent à voix basse. Ils ne veulent pas que j'entende. Ce n'est pas une conversation pour les enfants. Et pourtant, il n'y est question que de moi. Quincy est rentré il y a un quart d'heure. Il faisait une de ses têtes, je vous raconte pas. J'ai eu envie à la fois de me sauver en courant et de me précipiter pour le serrer dans mes bras. Mais comme on ne se refait pas, je n'ai pas bougé d'un pouce. Rainy est venue à côté de moi en scrutant son visage. « Charla, va dans ta chambre, s'il te plaît » m'a-t-elle dit tranquillement. J'y suis allée, sans un mot de protestation, ce qui, pour le coup, ne me ressemble pas du tout. Maintenant, j'ai des fourmis dans les jambes. Impossible de m'asseoir ou de tenir en place. Mais je fais de mon mieux, allongée à plat ventre par terre, l'oreille collée à la fente au pied de ma porte. S'il parle de choses qui ne sont pas pour moi, de choses terrifiantes même, raison de plus pour que j'écoute. « 2 blessés, » dit Quincy. Un des flanqueurs a été touché à l'épaule. La deuxième pisteuse, Noreen Manley, a pris une balle dans le bras. Ils sont tous les deux évacués par voie aérienne vers Portland. L'officier du SWAT est dans un état critique. « Tu es sûr que c'est Ellie ?»« Évidemment que c'est lui. Ils avaient suivi sa piste jusqu'à une maison isolée où il s'était introduit dans une remise. Mais le propriétaire l'a surpris et a tiré quelques coups de semonce. Le gamin a fui par le jardin derrière la remise, vers la maison de la voisine apparemment. Sauf qu'en fait, il n'y est pas allé. Ou alors si, mais il en était déjà reparti. C'est un point que Cal Noonan, le pisteur, doit encore éclaircir. Quoi qu'il en soit, Telly les a pris à revers. Et alors qu'il se dirigeait vers la maison de la voisine, il a ouvert le feu depuis l'autre côté de la rue. Résultat, une équipe de recherche a perdu la moitié de ses membres. Un silence. Puis j'entends un bruit feutré du mouvement. Peut-être Rainy s'est-elle rapprochée de Quincy pour poser une main réconfortante sur son épaule, comme je l'ai vu faire 100 fois. Est-ce qu'on sait où il est allé? Il est reparti par le fond du lotissement, un vrai dédale de sentier, paraît-il. Il a volé le quad d'autres voisins, ce qui lui donne vitesse et souplesse dans ses déplacements. Shelly fait survoler la zone à basse altitude par un hélico, mais je vois mal comment les caméras thermiques pourraient permettre de repérer quoi que ce soit avec cette chaleur. Soupir. Un long et profond soupir de frustration. Quincy, je suppose, qui bout en son fort intérieur. Lui qui se vante pourtant de ne jamais se laisser envahir par ses émotions. Peut-être que c'est mon frère qui provoque ça chez les autres. En ce qui me concerne, je lutte contre une envie quasi irrépressible de frotter ma cicatrice à l'épaule. Qu'est-ce qu'il veut, tu crois? Continue Rainy. Je n'en ai aucune idée. Si c'est un tueur à la chaîne, dit-elle d'une voix plus sereine que celle de Quincy, sa colère le conduira à sa perte. Il détruira autour de lui jusqu'à s'autodétruire. Pas de réponse. Parce que Quincy n'est pas bavard? Ou parce que, en tant que profileur, il connaît déjà la réponse à ces questions et qu'elle est trop terrible à dire? On sait que les tueurs à la chaîne sont dominés par le sentiment d'être incompris et injustement traités par le monde entier, dit Quincy. Cela correspond à ce qu'on nous a dit de Telly. Je colle encore plus mon oreille à la fente.
Est-ce comme cela que mon frère a tourné? Est-ce vraiment ce qu'il éprouve? Je revois les Cheerios. Une boîte jaune pétant sur une table miteuse. Et je suis triste, je peux pas vous dire. Pour le petit garçon qui me donnait ses céréales. Ou peut-être à cause du sentiment que cela me procurait. Le sentiment que lui, au moins, serait toujours avec moi jusqu'à la fin des temps. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, pas vrai? D'après sa conseillère de probation, dit Quincy, Telly peut être un bon gamin quand il s'en donne la peine. Mais en situation de stress, il peut aussi se livrer à des gestes de violence à contrôler. S'en prendre à toute sa famille avec une batte de baseball. Défoncer les casiers du lycée à main nue. Sous pression, Telly explose. Et après coup, il ne se rappelle souvent même pas ce qu'il a fait. Et quel aurait été le facteur déclenchant, en l'occurrence? Le facteur temps, il semblerait. Telly n'a plus qu'une année de lycée devant lui, or il n'a aucune idée de ce qu'il veut devenir. Il va aussi sortir du dispositif de placement sans projet défini. De la vie générale, Franck et Sandra Duval étaient des gens bien. Ils avaient demandé un adolescent en exprimant le désir de l'accompagner dans sa prise d'autonomie. Tout cela était bien beau, mais tout changement, même pour le mieux, est source de stress. Peut-être que Franck et Sandra, malgré leur bienveillance, ont été trop exigeants. Ils lui en ont trop demandé et il a explosé. Je ne suis pas convaincue. Tout ce que tu évoques, l'inquiétude de voir arriver ses 18 ans, les affres de l'adolescence, c'est une angoisse diffuse. Avec les tueurs à la chaîne, il y a toujours un incident qui provoque le passage à l'acte. Qu'est-ce qui a pu faire basculer Telly pour qu'il se lance dans ce jeu de massacre? Silence. Tous deux passent en revue les diverses possibilités. Quand il réfléchit, Quincy plisse le front. Je l'imagine avec cette tête et ça me fend le cœur. Mon père est stressé. Cela tient à son métier, je suppose, mais en l'occurrence, c'est aussi qu'il a peur. Je l'entends. Il est inquiet, à cause de moi. Tout ce qui a trait à cette affaire est plus difficile à vivre à cause de moi. À ce stade, je n'ai connaissance que d'un seul élément nouveau dans la vie de Telly, conclut-il finalement. Et c'est Charla. D'après la conseillère de probation, Franck Duval était convaincu que Telly avait besoin de solder le drame d'il y a 8 ans. Autrement dit, il plaidait pour une rencontre entre Telly et sa sœur. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce projet, mais ce qui est certain, c'est que personne ne nous a contactés. Il aurait fallu qu'il passe par l'assistante sociale, Brenda Leavitt, objecta Rainey. Je l'ai eue au téléphone tout à l'heure. Elle n'a pas parlé du fait que Telly ou les Duval se seraient rapprochés d'elle. Alors peut-être que Franck n'est pas passé par les canaux officiels, mais clairement, il diffusait l'idée, remettait Charla au centre des préoccupations de Telly. Jusqu'à ce qu'il y a 5 jours... Est-ce que Telly était là exprès pour voir sa sœur? Est-ce qu'il est tombé sur vous par hasard sur le parking de la bibliothèque? Je n'en sais rien. Le fait est qu'il a pris ses photos avec son téléphone et qu'ensuite il a attendu et suivi Charla jusque chez elle. Silence. Ni l'un ni l'autre ne commente. Rainey m'a mise au courant pour les photos. J'en suis encore atterrée. Je me sens un peu violée. Le moins que mon frère aurait pu faire, ça aurait été de venir me dire bonjour. En même temps, si c'était moi qui l'avais aperçu, est-ce que j'aurais eu ce courage? J'en doute. Alors que celui de voler une photo, peut-être. Comme quoi, des années après, mon grand frère et moi sommes toujours des âmes sœurs. Sauf que moi, je ne viens pas de passer ma journée à tirer sur des innocents. Charla? La nouvelle variable serait Charla? Dit Rainey avec anxiété. C'est une nouvelle variable dans la vie de Telly. Mais est-ce que c'est la seule explication? On ne le sait pas encore, Rainey. Il y a encore trop de choses qu'on ignore sur ce gamin. Il n'aura pas Charla. Il peut se promener avec un arsenal et voler tous les quads qu'il veut. Elle est à nous, Quincy. Tireur fou ou pas, Telly ne la reprendra pas. Vu le ton de sa voix, je la crois. Cela va de soi, dit Quincy en écho. J'en reviens à ce que je disais. Charla et toi devriez partir. Rejoindre Seattle en voiture, ou mieux encore, aller voir Kimberly à Atlanta. Peu importe. Mais étant donné l'intérêt de Telly pour Charla, il est exclu qu'elle reste dans la région. À l'heure qu'il est, il a tiré sur 6 personnes et il en a tué 4. Je refuse qu'il entraîne Charla dans sa chute. Rainey n'hésite pas. J'ai commencé à regarder ce qui était possible. Il y a un vol de nuit pour Atlanta qui décolle à 23 heures. Mais en attendant,
L'un de nous reste avec elle en permanence. Armée, cela va sans dire. J'ai remarqué un renflement dans le bas du dos de Rainy, le 22 qu'elle dissimule sous son léger t-shirt à capuche. Ils vont exercer une protection rapprochée et ensuite m'exfiltrer, pour que mon grand méchant frère ne m'attrape pas. Mon épaule me lance. Cette fois-ci, je roule sur le dos et je cède à l'envie de la frotter. J'aimerais comprendre toutes ces émotions qui tourbillonnent dans ma tête. De la gratitude envers Rainy et Quincy qui ont l'air bien décidés à rester à mes côtés jusqu'au bout. Mais de la peur aussi. Parce qu'empêcher Telly de s'en prendre à moi ici et m'emmener ailleurs sont deux choses différentes. Un tueur comme lui qui descend des caissières innocentes et se débrouille pour prendre ses poursuivants à revers ne va pas se pointer désarmé et ouvert à la conversation. Si la caractéristique de ces criminels est d'être en colère contre la terre entière, s'apercevoir de mon absence ne va pas franchement le calmer. Alors peut-être qu'il ne pourra pas me tirer dessus, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'aura plus les moyens de me faire souffrir. Boîte de Cheerios. Clifford, le gros chien rouge. Va dormir, Charla, je m'occupe de tout. Et ce même garçon qui me regarde, le visage rougeau, les yeux exorbités, et qui lève bien haut la batte. « Telly, non !» Les derniers mots que j'ai adressés à mon frère. Telly, non. Du moins, je crois que c'est ce que j'ai dit. Zut, plus le temps de réfléchir. J'entends un nouveau bruit. On marche dans le couloir. Je me relève précipitamment et je fais de mon mieux pour me préparer à l'inévitable. Luca est allongé de tout son long sur mon lit. Quand Rainy entre dans la chambre, il lève sa tête noire et bâille. Assise à côté de lui, j'en fais autant et je lui gratte le dos. Rainy n'est pas dupe de notre petit numéro de duettiste. Elle avance dans la pièce, prend ma chaise de bureau et s'assoit. Elle se tient avec raideur à cause du 22 au creux de ses reins. Elle suit mon regard et esquisse un faible sourire. « Dis-moi, tu as entendu toute la conversation ou seulement la moitié ?»« L'essentiel, avouai-je. »« Est-ce que ça va, Charla ?» me demande-t-elle avec bienveillance. Haussement d'épaule en guise de réponse. Je ne sais pas comment je vais. Il ne faut pas avoir peur. Tu sais que nous sommes des policiers expérimentés, Quincy et moi. Nous ne laisserons pas quoi que ce soit arriver à notre fille. Pourquoi vous voulez m'adopter ? La question est sortie toute seule. Je ne sais pas qui de nous deux est la plus surprise. Je ne l'avais jamais posée, cette question. Même l'après-midi où il m'avait officiellement annoncé qu'il voulait devenir ma famille pour la vie. « Qu'est-ce que tu en dis ?» m'avait-il demandé. « D'accord », j'avais répondu. Parce que d'accord, c'était ce que je pouvais trouver de mieux pour exprimer les émotions contradictoires qui m'habitaient. Parce que d'accord, c'était moins engageant que bien d'autres réponses et qu'une fille comme moi ne peut pas s'empêcher de se protéger. D'où les nouveaux amis que je ne me suis jamais faits. Et ces nouveaux parents qui ne m'ont jamais entendu dire que je les aimais. Je repense à ces boîtes de Cheerios et mes yeux me piquent pour une raison que j'ignore. Je vais perdre quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je le sens. Et je sais que la douleur de ce deuil sera profonde et durable. Une souffrance indicible. Nous t'aimons, Charla, répond Rainy. Elle quitte la chaise et vient s'asseoir à côté de moi sur le lit. Quincy est apparu dans l'embrasure de la porte. Il hésite et je sais que ce sont ses émotions qui le retiennent. Ses sentiments les plus profonds sont ceux qu'il a le plus de mal à exprimer. On a ça en commun, lui et moi. Tout comme Rainy et moi avons en commun les nuits sans sommeil et le goût des films de super-héros. Rainy, Quincy, Luca et moi. Une famille. Je me tourne légèrement, pose ma tête sur l'épaule de Rainy. Un câlin à ma manière, me dis-je. Et je sais, à la façon qu'a Rainy de se tenir immobile, qu'elle le comprend. Je suis désolée, dis-je. Tu n'as aucune raison de t'excuser, répond Quincy sur le pas de la porte d'une voix chargée d'émotion. Tu n'es pas responsable des agissements de Telly. C'est mon frère. Il te manque ? La voix de Rainy, douce au-dessus de ma tête. Je me souviens à peine de lui. S'il y a un quelconque moyen de l'aider, tu sais que je le ferai, dit Quincy. Il a tué des gens, plein de gens. Tous les meurtriers ne sont pas foncièrement mauvais, Charla, répond Rainy, et son souffle ébouriffe le sommet de mes cheveux.
Certains sont malades. Telly n'a peut-être même pas conscience de ce qu'il fait. Il est peut-être dans une espèce de transe. Et il n'est plus lui-même, si tu veux. Comme la nuit où il a tué mes parents, celle où il m'a blessée. C'est la question qu'on ne pose pas. Et combien de fois a-t-on le droit de ne plus être soi-même, avant que les gens comprennent que c'est notre vraie personnalité? Je devrais relever la tête, interroger Rainy sur ce départ au pied levé pour Atlanta, les affaires à mettre dans ma valise. Mais non. Je reste exactement comme je suis, la tête sur son épaule. Et je sens la masse réconfortante de Luca contre ma hanche, le regard sécurisant de Quincy posé sur moi. La famille. On peut s'en trouver une. On peut s'en fabriquer une. L'assistante sociale m'a seriné ça pendant des années, mais je n'y ai jamais vraiment cru. Même quand Rainy et Quincy m'ont annoncé la nouvelle, je suis restée sceptique. Je me disais que peut-être, quand on se retrouverait tous devant le juge en novembre, et que les papiers seraient officiellement signés, j'aurais le déclic. Je comprendrais, j'accepterais. Mais c'est maintenant que j'ai le déclic. Une famille. Ma famille. Des gens qui veulent de moi, malgré mes genoux osseux et mes cheveux rebelles. Des gens qui m'acceptent, même si je suis incapable de lever la main en classe, de parler devant des inconnus ou de faire toutes ces choses qu'on attend de moi. Des gens qui m'aiment, assez pour se plier en quatre pour me protéger parce que je suis à eux et qu'ils ne renonceront pas à moi sans livrer bataille. Une famille. Ma famille. Je me redresse. Je m'essuie les yeux parce que, bizarrement, j'ai les joues toutes mouillées. Je vais partir avec Rainy, dis-je tout bas. Donne-moi 1 heure, dit-elle. Le temps d'appeler Kimberly, de régler les détails. Elle regarde Quincy par-dessus ma tête et je sens le lien qui les unit. Leurs années de vie commune leur permettent de communiquer sans se parler. Mets un peu de tout dans ta valise, me conseille Rainy. Puis elle se lève, elle me serre dans ses bras. Et une fois n'est pas coutume, je lui rends son étreinte. Les yeux fermés, je me demande si j'ai un jour serré ma vraie maman dans mes bras comme ça. L'espace d'une seconde, une bouffée de souvenirs me revient. Fumée de cigarette, parfum entêtant. Je me revois avec ma maman, mes bras autour de ses genoux. Je l'aimais, je crois. Du moins, je le voulais. Avant que mon père ne la poignarde et qu'on sombre dans la folie furieuse. Je porte ce fardeau en moi. Tristesse, culpabilité, honte. Les années ont passé, mais ni Telly ni moi ne pourrons jamais échapper à cette nuit-là, à ce souvenir-là, aux gestes que nous avons faits. Mon frère me déteste. Je me souviens d'avoir dit cela à l'assistante sociale qui se tenait à mon chevet à l'hôpital. Mon frère me déteste, je disais tout bas. Et même si je ne peux pas en parler à Rainy et Quincy, même si je ne l'ai strictement jamais confié à personne, je sais très bien pourquoi. Est-ce que c'est ça, le fin mot de l'histoire? 8 ans plus tard, mon frère a décidé de me faire payer. Rainy sort à la suite de Quincy dans le couloir. Je reste sur mon lit avec Luca qui m'observe de ses yeux sombres pleins d'inquiétude. « Je t'aime », lui dis-je. Avec Luca, les mots viennent toujours plus facilement. Il repose la tête sur mes genoux. Je lui caresse les oreilles. « De l'eau », me dis-je. Il va nous falloir des litres et des litres d'eau. Et aussi de la nourriture pour chien, une lampe torche, une trousse de secours. Rainy et Quincy ont leur plan. À présent, j'ai le mien.